En garde. Prêt? Allez. C'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport, pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Editora. Bonjour à tous, dans cet épisode on retrouve à nouveau Ambroise, maître d'armes en escrime, et je lui ai demandé de préparer 3 situations dans lesquelles, avant le match, le mental est super important, et je suis sûr que ça va vous servir pas seulement dans le cadre du fleuret, de l'épée ou du sabre, mais aussi dans toutes les disciplines où il y a un avant-compétition. Salut Nathan, salut à tous. Donc là, j'ai sélectionné 3 actions, 3 situations d'avant-compétition. Alors la première, elle concerne Pierre. Pierre qui est un escrimeur de moins de 20 ans, il évolue dans la catégorie M20, et dernièrement, en circuit national, il perd en tableau de 64, et avant même de commencer son match contre son adversaire, il se dit « Ah, il est grand, j'aime pas tirer contre les grands. En plus, celui-là, je le connais, j'aime pas du tout sa façon de tirer. C'est sûr, ça va pas très très bien se passer. » Ça me fait penser aux jeunes que j'ai rencontrés en sport collectif, qui des fois savent qu'ils vont tomber contre une équipe d'adversaires qui sont plus grands qu'eux en taille, ou des fois qui sont 1 an plus âgés qu'eux. Et du coup, avant même que le match démarre, ils l'ont déjà perdu dans la tête, parce qu'ils disent, eux, ils sont grands, nous, on est petits, on va perdre. Ça ressemble un peu à ça. Enfin, je te laisse continuer sur l'escrime. Voilà. Donc, il fait une super compétition ce jour-là. Vraiment, dans la première phase de poule, il découpe tout le monde, il prend très peu de touches, il est confiant, il est bien, physiquement il est présent, enfin vraiment il est au top de sa performance ce jour-là. Et à la fin de la phase de poule, il y a un classement général qui se fait en escrime, et en fonction de ce classement-là, tu vas rencontrer tel ou tel adversaire après pour les phases d'élimination. Et lui, dès la fin de la phase de poule, il disait « Putain, pourvu que je tombe pas contre ce mec-là. » Il l'avait déjà ciblé. Et bim, il tombe contre ce mec-là. Donc là, il va voir ses entraîneurs, donc mon collègue et moi, et il nous dit, voilà, je tombe contre lui, les grands, ça va être dur, enfin, j'aime pas son style d'escrime, et en plus, j'aime pas tirer contre les grands. Donc, nous, on a essayé de le rassurer, de lui rappeler qu'aujourd'hui, il était bien, qu'il avait des bons résultats, et qu'un grand escrimeur, bon, il en avait déjà affronté, il en avait déjà battu par le passé. Donc pourquoi aujourd'hui, celui-ci spécifiquement, ça pourrait ne pas fonctionner, alors que lui-même était au top de sa performance? Bon, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup résonné en lui. Il était tellement dans sa boucle mentale là de négation. Bon, il prend ce mec après en tableau et il perd 15-14. C'est presque une prophétie autoréalisatrice. Exactement. C'est comme s'il avait décidé, avant même que le match commence, avant même que le tableau soit tiré et qu'il sache qu'il allait affronter ce mec-là, c'est comme s'il avait déjà décidé qu'il allait perdre contre ce mec-là. Ok, et du coup, toi, dans cette situation, ce dont tu voulais parler, c'est que tu as vu que tel problème cause telle conséquence. Là, dans son exemple à lui, il n'y a pas forcément eu de transformation ce jour-là, mais juste tu vas en parler parce que tu as remarqué qu'en pensant comme ça, ensuite, il y a eu le résultat qui était associé. Exactement. Ou plutôt l'absence de résultat associé. Absolument. Mais je pense que c'est une super leçon qu'il aura reçue ce jour-là, parce que vraiment perdre 15-14 contre un adversaire qu'il aurait pu battre 15-5, si seulement il avait été confiant dans son escrime, ça lui a donné juste envie que ça n'arrive plus jamais. Et donc maintenant il est juste encore plus déterminé, encore plus fort à l'entraînement, un petit peu à la manière d'un Teddy Riner, tu sais, qui perd sur une décision arbitrale et qui repart à l'entraînement avec encore plus de détermination. C'est un peu ce qui s'est passé. Ok. Dans la situation que tu parles là, tiens, la façon dont moi j'aurais accompagné ça en coaching, c'est pas forcément de trouver une solution par rapport à cet adversaire grand, ce que pourrait avoir tendance à faire beaucoup d'entraîneurs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ton athlète il vient te voir et dit bah moi je suis petit, lui il est grand, donc je vais perdre.
Tu peux avoir le côté technique en tête de dire, non, mais regarde, face au grand, voici comment tu vas t'y prendre, et ça va être utile. À l'inverse, ce que j'aurais aimé faire, c'est la chose suivante. Ça veut dire, ok, je comprends, toi, tu te dis que comme il est grand, et que toi, t'es petit, alors ça va être difficile pour toi. Très bien. Et du coup, quand tu penses ça, dans quel état est-ce que ça te met? Et là, l'aider à prendre conscience qu'en fait, le problème n'est pas la taille de l'adversaire, le problème est comment est-ce que lui, il perçoit la taille de l'adversaire. Et il est possible qu'au moment où il se rend compte que c'est un beaucoup plus grand problème pour lui de penser que l'adversaire est grand que le fait que l'adversaire soit factuellement grand, alors, rien que ça, des fois, fait un recadrage en mode « Ah oui, en fait, le problème, c'est juste comment je pense, c'est pas la taille de l'autre. » Et s'il l'a déjà vécu par le passé, ou que ce jour-là, ça se passe comme ça, parce que finalement, des fois, ces situations-là, on va les coacher après que le problème ait eu lieu. Par exemple, en rentrant à la maison, on va débriefer cette compétition, et si on arrive à le faire identifier qu'il y a une grande partie de ces difficultés qui venaient non pas du fait que l'autre ait plus d'allonge, parce que évidemment, il y a peut-être des avantages en escrime à avoir des grands segments, etc. Mais si on arrive à le faire identifier que ça venait pas vraiment de ça, mais plus de l'histoire qu'il s'est racontée à propos. Et une façon de faire ça, c'est de dire, tiens, avant même que le match démarre, dans quel état interne tu étais? Avant même que le match démarre, quelle pensée était obsessive pour toi? Et en le faisant identifier que factuellement rien n'a démarré d'un point de vue de l'escrime, mais que tout dans sa tête l'amène à être dans un état, dans des pensées qui le limitent, finalement, dans la tête de l'athlète, ça fait genre, ah oui, là, il y a un truc que je dois changer. Et parfois, rien que ça suffit à libérer le problème. Ouais, trop bien. Et ce que tu me dis, ça me convainc complètement parce que, rappelez-vous de Paul, de qui on a parlé dans le précédent épisode. Eh ben, un jour, j'ai coaché Paul comme ça en compétition, en le questionnant sur son état interne et tout ça. Et il passe d'un moment où il perd ses 3 premiers matchs de poule au moment où il gagne les 3 suivants, alors qu'il était au fond du trou. Juste parce qu'il s'est rendu compte qu'il se mettait pas dans les conditions nécessaires pour sa performance. Et que ça avait rien à voir avec ses adversaires, rien à voir avec, je sais pas, son état de fatigue du jour, ou son état de motivation, ou sa fixation d'objectifs. C'était vraiment lié à lui et ce qui bouillonnait en lui en termes d'émotions. Ok. Et dans ce cas, comment est-ce que lui, il a créé, t'as dit, cet état optimal de performance? Bah, je lui ai demandé comment tu voudrais être là pour être performant et bien vivre tes prochains matchs. Il m'a dit j'aimerais être tranquille, j'aimerais être patient, j'aimerais être déterminé. Je crois qu'il m'a donné 3-4 mots comme ça. Et là je lui ai fait ok, là t'es tranquille, patient, déterminé actuellement. Il me dit ah non, là je suis énervé, impatient et je sais plus quoi. Je fais d'accord, répète-toi ces mots en boucle autant que nécessaire jusqu'à ce que cet état il s'installe un petit peu en toi et convainc-toi que tu es capable d'être dans cet état-là. Et il a réussi. Ok, chouette. C'est top qu'avec rien que ça ait réussi, et j'ai envie de te proposer des choses pour pouvoir aller encore plus loin la prochaine fois. D'abord, si on fait une analyse pour ceux qui nous écoutent de comment tu t'y es pris, il y a eu en premier temps un état des lieux. En fait, c'est hyper important, Philippe. Attends, avant l'état des lieux, il y a l'étape 0 qui est qu'est-ce que tu veux? Et là, il dit je voudrais être dans tel état, déterminé, je sais pas quoi. Étape suivante, je fais un état des lieux. Ok, et là, Paul, t'es dans quel état? Je suis pas du tout dans cet état-là, je suis dans ça, ça et ça. Ok, et une fois qu'on a fait cet état des lieux-là, écoute, finalement, l'athlète que tu as accompagné, il était déjà suffisamment fort par lui-même pour aller se mettre dans l'état interne final. Cool. Si on a un athlète qui est moins à l'aise pour faire ça, voici comment on pourrait le faire. On pourrait utiliser une technique qu'on appelle le questionnement hypnotique. Et le rôle de cette technique-là, c'est la suivante. C'est dire, ok, dans quel état tu voudrais être? Donc là, par exemple, s'il dit calme, déterminé et je sais plus c'était quoi. Tranquille. Posé. Voilà, calme, déterminé, posé. À ce moment-là, on pourrait dire, et toi, t'as déjà vécu cet état-là? Ah bah oui, je l'ai déjà vécu, je m'en souviens. Ok, c'était quand? C'était où? C'était en finale, l'année dernière de tel tournoi. Là, on amène la personne à retourner dans le souvenir. Elle peut le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. C'est pour ça qu'on dit c'était quand, c'était où. On veut pas être sur quelque chose de vague. Ouais, dans ma vie, je me suis déjà senti bien une fois. Non, à quel endroit c'était, à quel moment c'était. Et ça, dans le cerveau, ça va permettre de faire remonter un peu les fils de la mémoire. Et quand on ramène la personne à cet endroit-là, on peut faire des évocations. Et c'est là qu'il y a le questionnement hypnotique. On peut faire des évocations pour qu'elle puisse revivre les choses. Par exemple, tiens, dans cette situation, qu'est-ce qui te rendait si calme? Je respirais comme ça et je me disais que je m'étais entraîné si dur que j'avais toutes les ressources pour pouvoir bien faire le match. Ok. Ou j'étais sur une série où je venais de gagner 3 matchs et du coup je me sentais déterminé à prendre la 4e. Et en fait, en le questionnant sur le vécu de l'expérience passée, on permet de faire revenir dans le corps et dans la tête les différents éléments, que ce soit des pensées, des sensations, ce qu'il pouvait entendre, même ce qu'il pouvait se dire à l'époque à lui-même.
Et en fait, du coup, le fait de faire remonter tout ça, ça va l'aider à se plonger finalement dans l'état qu'il veut. Sinon, le truc qui pourrait se passer, c'est que si t'as un athlète à qui tu dis, bon, là, t'es comment? Il dit, ah, bah là, je suis comme ça, ça me convient pas. Ok, ben, mets-toi dans l'état que tu veux être. C'est un petit peu comme si tu dis à quelqu'un, bah, vas-y, concentre-toi maintenant. Enfin, si la personne, elle sait se concentrer, c'est très efficace, tu gagnes du temps et tout. Mais si elle sait pas, voici une technique grâce au questionnement hypnotique pour aller chercher ça. Et d'ailleurs, ça marche très bien pour vous et votre vie perso si vous le faites à vous-même. Si c'est un questionnement pour lequel on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour nous accompagner à retrouver le souvenir, il suffit d'utiliser ce que j'ai dit là. C'était où? C'était quand? Qu'est-ce que je me disais dans cet état? Qu'est-ce que je voyais qui me mettait dans cet état? Qu'est-ce que je ressentais? Faire appel à ces différents éléments, visuels, auditifs, kinesthésiques, pour se replonger dans la sensation. Cool. Continuons, tu as un autre exemple, je crois. Ouais, alors je vais te donner l'exemple de Marie. Marie, elle vit assez mal les compétitions quand autour d'elle, l'environnement s'agite, quand il y a des gens qui vont vers elle, qui la taquinent, qui lui font des blagues, qui veulent absolument discuter avec elle, ou quand simplement autour d'elle, il y a des gens qui sont dans un état d'excitation important. Ça la fait un peu... ça l'énerve en fait. Ça l'énerve et du coup, elle se sent moins bien pour son échauffement, moins bien pour ses matchs. Et ça peut commencer des fois dès le petit déjeuner avant que la compétition commence. Si quelqu'un dans le groupe est un peu surexcité, tu sais, il y a toujours quelqu'un comme ça dans un groupe qui aime bien balancer des vannes à 6h du matin quand tout le monde prend son petit-déj, bah ça a tendance à l'énerver. Du coup, après, elle passe une mauvaise journée. Tu vois, c'est comme si cet événement-là précis avait complètement influencé, détérioré l'entièreté de sa journée après. Comme si elle restait bloquée sur cet événement-là qui l'avait un petit peu contrariée. Et vraiment, ça peut la conduire à échouer complètement sur une compétition. Donc là, on a juste commencé un petit travail avec Marie là-dessus. Tout simplement, voilà, en entretien individuel, je l'ai questionné un petit peu sur ce serait quoi pour toi l'approche idéale d'une compétition. Comment tu voudrais que soit ton environnement autour de toi pour que tu te sentes bien au moment de commencer tes matchs. Donc elle m'a dit, bah voilà, j'aimerais qu'on me laisse un peu tranquille, qu'on me laisse prendre mon temps, j'aimerais qu'on soit à l'heure aussi quand on arrive dans le gymnase pour que j'ai mon heure et demie d'échauffement, pas moins. Voilà, elle a besoin de petites choses, de petits détails pour se sentir bien. Du coup, par elle-même, elle m'a dit, ah bah je pense que ce qui m'aiderait à me couper un petit peu de l'influence des autres autour de moi quand ils sont excités, bah, c'est de mettre mes écouteurs et d'écouter de la musique. C'est quelque chose que je fais pas, mais je pense que ça pourrait m'aider. Du coup, je l'ai encouragée là-dessus. Après, pour l'aspect timing, ponctualité, alors elle, c'est quelqu'un qui va souvent en compétition avec ses parents, et donc elle prend pas le transport collectif du club, tu vois, elle est dans la voiture de ses parents, et ses parents sont un peu à la cool, quoi, avec cette notion du timing et tout ça. Elle leur a déjà dit à quel point c'était important pour elle d'être à l'heure pour pouvoir bien s'échauffer, mais les parents l'ont pas vraiment compris, entendu, donc je l'ai aussi incité à leur en reparler, peut-être d'une autre manière, pour s'assurer que la prochaine fois, ses parents accèdent à sa requête d'être à l'heure. C'est bien que tu parles de cette chose de retard, parce que j'ai accompagné un skieur qui faisait des coupes du monde de ski freeride, ça s'appelle le Frère Long Tour. Et lui, le challenge qu'il rencontrait, c'est qu'il avait tellement peur d'être en retard qu'il allait faire l'ascension pour être en haut de la face et arriver au départ bien 2 heures avant le départ pour être sûr de ne pas rater son départ. Parce que s'il devait arriver 20 minutes avant, par exemple, bah, il aurait été stressé toute la montée, parce qu'il monte à pied, il aurait été stressé toute la montée de savoir est-ce qu'il va arriver à temps pour le départ, est-ce qu'il aura le temps de se préparer ou pas. Donc il faisait le choix d'y aller 2 heures en avance. Sauf que quand t'es 2 heures en avance en haut d'une face à 3000 mètres, tu te gèles. T'es plus en train de t'échauffer, là. T'es en train de te réduire. Et c'est marrant parce qu'on a dû bosser avec lui pour remonter dans un souvenir de façon hypnotique et s'apercevoir que quand il était plus jeune, à 7 ans, il avait vécu une situation d'entraînement où il était arrivé en retard. Il s'était fait détruire par le coach parce qu'il était arrivé en retard. Et à ce moment-là, il a eu un apprentissage utile pour le reste de sa vie qui était il faut absolument que j'arrive suffisamment en avance. Et souvent, c'est un truc qu'on va rencontrer en préparation mentale, c'est qu'un apprentissage qu'on fait à un certain âge est utile pendant toute une période de notre vie, jusqu'au moment où on doit lâcher cet apprentissage pour aller plus loin. Un petit peu comme dans certains podcasts, je dis, moi je suis devenu entrepreneur parce que je voulais bosser que tout seul, j'en avais marre d'être dans des équipes, ça m'a aidé à traverser la peur que tu as sur les finances et toutes les peurs qu'il y a quand tu te lances ta propre entreprise, jusqu'au jour où finalement... j'ai eu besoin d'être entouré pour pouvoir emmener Ready to Rock plus loin. Et donc là, j'ai dû lâcher la croyance qui m'avait aidé à démarrer l'entreprise pour faire aller Ready to Rock plus loin. Alors, ce cas du retard et le rapport des athlètes au temps, c'est quelque chose qui a vraiment à travailler, notamment parce que selon les disciplines, il y a plein de sports dans lesquels il y a cette gestion du temps à avoir. Exemple, en ski et en snowboard, tu as aussi le coup du télésiège.
qui des fois te remontent pour la manche suivante. Et qu'est-ce que tu fais entre deux manches? Par exemple, en snowboard cross, quand tu viens de faire ton run à 4 et que tu dois remonter, tu fais quoi sur le télésiège? Tu fais quoi sur le temps que prend le télésiège? Et puis si le télésiège tombe en panne, qu'est-ce que tu fais pendant toute cette période-là? Et c'est là où on a vraiment de la préparation mentale spécifique par discipline, où on peut se questionner sur les facteurs de la performance. D'ailleurs, ça me permet de faire la boucle sur un prochain épisode qu'on aura dans cette mini-série Parade mentale, où on ira parler des facteurs de performance spécifiques en escrime. Ambroise, merci pour cet épisode. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite dans le prochain. Salut à tous. Salut. Psst. J'ai demandé à Ambroise qu'est-ce que ça lui faisait d'intervenir sur le podcast et que je lui pose ces questions et que j'interagisse avec lui. Voici ce qu'il a dit. Salut. Je trouve ça trop bien que, en plus, ça m'apporte énormément. Parce que quand j'expose une situation, toi, tu parles aussi de ton expérience et t'apportes aussi tes compétences de coach. Et donc, ça me donne aussi à moi d'autres façons d'envisager les choses, voir des solutions pour aller encore plus loin dans la résolution de certains problèmes. Non, c'est cool. J'aime bien ce truc où je pose une situation, tu rebondis dessus en apportant quelque chose de plus. Et après, je peux préciser ce que je viens de dire, etc. etc. Enfin, je trouve que c'est une belle dynamique. J'aime bien. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!